Bonjour Pierre Larouturou, vous êtes député européen, mais vous aurez le temps de présenter plus rapidement et amplement votre parcours politique au fur et à mesure de ces interviews. Donc pour commencer, on va faire une petite phase introductive avec des questions assez simples qui amènent elles aussi des réponses simples. Donc tout d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, vous, votre parcours politique, etc., dans le but d'éclairer nos abonnés qui ne vous connaîtraient pas encore? Il y a plein de gens très bien qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Pierre Larouturou, c'est un nom d'origine basque, Larouturou. Je suis né à Périgueux, dans le sud de la France. Je suis ingénieur agronome, donc tout ce qui touche à la vie humaine, à la vie de la planète, à la vie des animaux et des forêts, ça m'intéresse depuis très longtemps. J'ai longtemps été engagé contre le chômage et la précarité, contre la pauvreté, en militant associatif, en particulier à ATD Quart Monde, une association qui lutte contre la pauvreté. Depuis 7 ans, je suis très engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique avec Jean Jouzel, le plus grand climatologue français. Et depuis 2 ans et demi, je suis député européen, comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Député européen, rapporteur général du budget et toujours aussi engagé pour le climat, pour la biodiversité, pour la justice sociale. D'accord, très bien. Donc, c'est sans transition une autre question assez simple. De nos jours, est-ce que l'échiquier politique gauche-droite, droite-gauche, est-ce qu'il vous paraît encore pertinent comme analyse de la vie politique actuelle? Il y a des questions sur lesquelles on peut rassembler des gens très, très différents. Par exemple, la gravité du problème climatique fait qu'on peut rassembler des gens de gauche et de droite. Il y a un jour, j'étais assez ému, un lundi matin, je n'étais pas encore député, je revenais de Bruxelles. La veille, il y avait une grande manif avec 70 000 personnes, 70 000, comme on dit à Bruxelles. Et j'avais eu la chance, l'honneur de parler devant ces 70 000 personnes pour dire on peut gagner la bataille du climat, il y a des solutions. Je reviens à Paris, j'ai un coup de fil de le Vatican qui me dit que le pape François est d'accord pour me recevoir le jeudi prochain, donc petit coup d'adrénaline, parce que le pape va nous recevoir avec Jean Jouzel. Et puis une heure après, nouveau coup d'adrénaline, c'est Alain Juppé, l'ancien Premier ministre de droite, qui m'appelle pour dire qu'il a lu mon petit livre pendant le week-end et qu'il veut m'aider, qu'il est convaincu. Donc sur la question du climat, j'ai réussi à rassembler avec des solutions concrètes, pas seulement pour dire la planète brûle, ce qui est déjà très important, mais avec des solutions concrètes, comment on peut trouver de l'argent pour isoler les maisons, faire des transports en commun, aider les agriculteurs à changer de pratique. J'ai réussi, on a fait un événement avec 1 000 personnes à Jussieu, à Paris, et il y avait aussi bien des gens de droite que de gauche. Il y avait des jeunes et des vieux, le conseiller climat du pape était venu depuis le Vatican, donc on a aussi bien Alain Juppé, un ancien premier ministre de droite, que des gens bien à gauche. Et j'en suis, ou Laurence Parisot du MEDEF et le patron des syndicats européens. J'en suis très content, et donc il y a des domaines où je pense qu'on peut dépasser le clivage droite-gauche, mais il y a des questions, par exemple sur la réforme des retraites, quand Bruno Le Maire et Emmanuel Macron disent que pour équilibrer les retraites, il faut baisser les retraites de tout le monde. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de baisser les retraites et que si on crée des emplois, avec un vrai plan climat et avec la semaine de 4 jours, on peut créer 2 500 000 emplois. Et si on crée 2 500 000 emplois, en plus, on va vivre mieux avec la semaine de 4 jours. J'en reparlerai. Il y a déjà 17 000 salariés qui sont passés à 4 jours et qui disent que c'est génial pour la qualité de vie et ça crée des emplois. Donc, quand Bruno Le Maire, quelqu'un vraiment de droite, dit que pour sauver les retraites, pour équilibrer les retraites, il faut forcément baisser les retraites, moi, je réponds non, on peut créer des emplois. Et s'il y a 2 500 000 personnes qui ont un nouveau travail, elles vont cotiser pour les caisses de retraite, donc il n'y aura pas besoin d'être diminué. Donc il y a quand même, est-ce qu'on taxe la spéculation? Vous savez peut-être que j'ai fait une grève de la faim, je suis rapporteur du budget au Parlement européen, j'ai fait voter un rapport par 70% de presque tous les députés européens, sauf l'extrême droite, qui disait oui, si on veut trouver de l'argent pour isoler les maisons, pour les hôpitaux, pour les transports en commun, il faut une taxe sur la spéculation. Donc, j'ai réussi à convaincre beaucoup de monde, mais c'est Bruno Le Maire et Emmanuel Macron qui ont bloqué la négociation. Et en même temps, Angela Merkel était d'accord. Donc, alors qu'Angela Merkel, la chancelière allemande, est de droite, donc mon exemple n'est pas bon, il y a des gens de droite qui sont plus ouverts, et puis il y a des gens de droite qui sont vraiment les porte-parole du lobby bancaire. Et hélas, c'est le cas d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire. Je le dis hélas parce qu'au début, j'ai cru qu'Emmanuel Macron allait faire des grandes choses sur le climat et sur l'Europe. Je pensais que je ne serais pas d'accord avec lui sur les questions d'emploi ou les questions sociales, mais je pensais qu'Emmanuel Macron, sur le climat et sur l'Europe, allait faire des grandes choses, et en fait, non. D'accord. Et justement, par rapport à cette question du clivage gauche-droite, est-ce que vous identifiez clairement un bord politique ou si vous n'avez pas de bord politique clair, à quelle idéologie ou idée particulière est-ce que vous pensez que votre pensée personnelle se rattache? Moi, je suis plutôt du centre-gauche. Mes parents militaient avec Jacques Delors. Jacques Delors, il a été ministre des Finances et président de la Commission européenne. Je suis une famille de cathos de gauche, on pourrait dire. Mes parents militaient avec Jacques Delors et moi, j'ai beaucoup travaillé avec Michel Rocard quand on a lancé le débat sur la semaine de 4 jours. C'est un des premiers qui m'a soutenu, c'est Michel Rocard. Donc, c'est plutôt quelqu'un du centre-gauche, mais qui a toujours été capable de dialoguer avec la droite humaniste et intelligente et honnête.
Et puis on sait que sur l'Europe, comme sur d'autres sujets, il n'y a pas de grande réforme, ce n'est pas capable de rassembler largement. Michel Rocard, qui était un peu mon père en politique, enfin qui était vraiment mon père en politique, en même temps un ami dans les dernières années de sa vie, il était clairement de gauche. Beaucoup de gens espéraient même qu'il aurait été président à la place de Mitterrand, ça aurait sans doute été beaucoup mieux pour le pays. Mais quand il avait fait une réforme de l'enseignement agricole, il avait eu l'unanimité. Tous les députés de droite et de gauche avaient voté pour sa réforme, alors que quelques mois plus tôt, Mitterrand avait bloqué tout le pays quand il a voulu passer en force sur la réforme de l'enseignement public, ou de l'enseignement privé, pardon, je suis fatigué. Donc, on peut être de gauche, parce que moi, ça me choque quand je vois quelqu'un qui dort dans la rue. Vraiment, ça me choque. Quand je vois quelqu'un, jeune ou vieux, qui dort dans la rue, ça me choque. Vraiment, c'est pas un sujet. Quand je vois un paysan qui se suicide parce qu'il n'arrive plus à vivre de son travail, et c'est des gens de droite qui ont provoqué l'effondrement du prix du lait. C'est Bruno Le Maire qui était ministre quand on a décidé de détruire les quotas laitiers, ce qui a provoqué l'effondrement du prix du lait et beaucoup de suicides. Donc, je pense qu'il y a aussi des gens de droite qui sont humanistes. Je pense aussi qu'il y a des gens de droite qui sont à l'écoute. Mais moi, je suis plutôt du centre-gauche parce que la question de la justice sociale, ça me vraiment, quand je vais à Bamako, au Mali, et que je vois la pauvreté dans la rue, il me faut plusieurs semaines pour m'en remettre. Je suis vraiment très sensible. Moi, j'ai une belle vie, je suis bac+8, mes enfants font des bonnes études, ma femme est prof, donc pour nous, c'est cool. Mais ça me réveille vraiment la nuit, les inégalités sociales et le fait qu'on va laisser une planète catastrophique à nos enfants si on ne fait rien. D'accord, et justement sur cette question de la justice sociale, vous êtes candidate de la primaire populaire actuellement, et s'il n'y a pas d'union, donc si la primaire populaire pardon, n'aboutit pas en 2022, est-ce que vous voteriez à cette élection présidentielle, et si oui, est-ce que vous souhaitez nous dire pour qui? Non, mais je vais tout faire pour que la primaire populaire ait lieu, parce que je pense qu'il faut absolument qu'on se rassemble. Je pense que Emmanuel Macron avait toutes les cartes en main pendant 5 ans pour agir pour le climat, pour faire baisser les loyers, pour améliorer les hôpitaux. Il avait toutes les cartes en main et on voit qu'il n'a rien fait ou de façon marginale. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, le Conseil d'État, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent, qui s'intéressent au climat ou à la biodiversité, vous avez vu qu'à plusieurs reprises, le Conseil d'État, ce n'est pas juste 3 écolos ou 3 climatologues qui disent ça, le Conseil d'État a sanctionné, c'est du jamais vu, a mis des amendes de millions d'euros et de millions d'euros. Pendant le gouvernement ne fait pas, on ne peut pas dire qu'il fait rien, mais il fait 10% de ce qu'il faudrait faire. Sur les hôpitaux, là, avec le virus, évidemment, les hôpitaux ont beaucoup souffert, mais déjà il y a 3 ans, tous les services d'urgence, les médecins de droite et de gauche, les infirmiers de droite et de gauche étaient en grève en disant l'hôpital va s'effondrer si on continue à vouloir faire des économies de bout de chandelle sur les hôpitaux. Déjà il y a 3 ans, avant l'arrivée du virus, et Emmanuel Macron et ses ministres n'ont pas voulu mettre d'argent pour les hôpitaux. Donc c'est les mêmes. C'est vraiment, j'ai apporté la preuve que j'ai montré à des médias la lettre du ministre autrichien des Finances qui dit c'est la France qui bloque la négociation pour taxer la spéculation. Donc c'est le même gouvernement qui bloque à Bruxelles la négociation européenne pour taxer la spéculation, et c'est les mêmes qui nous disent qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, qu'il n'y a pas d'argent pour le climat. Donc je trouve ça vraiment choquant. Je ne suis pas quelqu'un de sectaire. Quand Emmanuel Macron avait créé le Haut Conseil pour le climat, j'étais un des 9 sages qu'il avait fait rentrer dans le Haut Conseil pour le climat. Sans doute, ça veut dire que ce que je raconte sur le climat est plutôt intéressant. Et à l'époque, il nous avait reçus à l'Élysée, il me tutoyait devant tout le monde. Bruno Le Maire était venu aussi me tutoyant dans Pierre, on se voit quand tu veux. Le climat, c'est ma priorité. J'ai la foi des nouveaux convertis. Voilà. Donc j'ai cru qu'ils allaient faire quelque chose. Et en fait, non. Donc on est en démocratie. En avril prochain, il y a des élections. Et un deuxième tour Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour, je crois qu'on est très nombreux à ne pas vouloir d'un deuxième tour Macron-Zemmour ou Macron-Le Pen. On sait que s'il y a 5 candidats de gauche et de l'écologie, c'est foutu. Donc, il faut qu'on arrive à se rassembler. C'est pour ça qu'il y a la primaire populaire. Alors, tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent, si vous n'êtes pas encore allés signer, c'est gratuit. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Mais si vous voulez qu'on ait un bon débat et un vrai rassemblement et qu'on puisse faire gagner nos idées sur le climat, sur la justice sociale, allez, prenez une minute sur le site primairepopulaire.fr et dites « Oui, moi aussi, je veux qu'il y ait ce rassemblement pour mettre des nouvelles solutions au pouvoir. » D'accord. Nous allons maintenant aborder une seconde partie de cette interview qui va considérer l'aspect stratégique et politique. Donc vous êtes député européen depuis maintenant plus de 2 ans, 2 ans qui ont été riches en émotions, ponctués de Covid et de grève de la faim. Mais avec le recul, est-ce que vous pensez que votre rôle à Strasbourg vous permet d'agir plus directement sur la vie des Français qu'un mandat de député national? En clair, si vous aviez à choisir avec votre expérience, est-ce que vous choisiriez l'Assemblée nationale française ou le Parlement européen, si vous aviez un choix libre, 2 portes qui s'ouvrent à vous?
Question compliquée parce que les deux sont très intéressants. Être à Strasbourg ou à Bruxelles, c'est passionnant parce on passe notre temps à réfléchir, à dialoguer avec des gens des 27 pays et avec d'autres familles politiques. L'intérêt, c'est qu'à Bruxelles, on ne peut pas passer son temps à s'engueuler. Je suis rapporteur du budget, donc ça veut dire que le Parlement m'a donné une grande responsabilité, hein. J'étais assez étonné et assez ému. Au bout de 6 mois seulement, on m'a testé pendant 6 mois pour voir si j'étais un peu sérieux, un peu solide, un peu travailleur, un peu à l'écoute des autres. Et au bout de 6 mois, on m'a demandé d'être le rapporteur général de tout le budget de l'Union européenne pour 2021 pour le Parlement. Donc j'étais assez étonné, assez ému. Et c'est super intéressant parce qu'on parle du budget de l'agriculture, du budget de la recherche, des aides pour ce matin, on parlait de comment trouver de l'argent pour les réfugiés syriens qui sont en Turquie, pour les gens qui crèvent de faim en Afghanistan. C'est des sujets très importants et très intéressants. Et on est obligé de dialoguer parce que s'il n'y a pas au moins, moi je suis rattaché au groupe social-démocrate, mais si on ne se met pas d'accord avec la droite humaniste et avec les libéraux, on n'arrive à rien. Donc forcé, à Bruxelles, on est obligé d'écouter les autres et de dialoguer avec eux et de construire ensemble. Alors que, pardon, alors qu'à Paris, très souvent, à l'Assemblée nationale, ils s'engueulent en permanence, en tout cas devant les caméras. Donc, ce qu'on fait à Bruxelles ou à Strasbourg est super intéressant. Et puis être rapporteur du budget, un jour, ça me permet de dialoguer avec le conseiller climat d'Angela Merkel, un jour de voir les ministres italiens. Quand j'ai été reçu par le pape François, regardez, voyez, le pape, vous les montrer. Je suis très heureux de cette photo. Le pape, j'étais 2 fois reçu au Vatican en 3 ans, et le pape nous appelle à faire une révolution non violente, mais à changer radicalement de modèle. Et avant d'aller voir le pape et ses conseillers, on avait été reçu par plusieurs ministres de Mario Draghi, donc c'est vachement intéressant. Voir Christine Lagarde sur les questions monétaires, avoir 1 heure de dialogue avec la patronne de la Banque centrale, c'est vraiment très intéressant pour lui parler du dérèglement climatique, lui parler de biodiversité et lui parler des solutions qu'on propose pour gagner la bataille du climat. Donc, ce que je fais depuis 2 ans et demi est super, super intéressant. Mais c'est vrai que c'est un peu loin. L'Europe, ça va très lentement aussi parce que la France a bloqué les réformes. Il y avait l'idée, les Allemands proposaient une Europe beaucoup plus démocratique, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Et depuis 30 ans, hélas, c'est les dirigeants français, toutes tendances confondues, hélas, Balladur, Jospin, Chirac, Sarkozy, Hollande, tous, hélas, ils ont bloqué les réformes pour avoir une Europe plus démocratique. Et donc, c'est plus efficace. Si votre question, c'est l'efficacité, quelqu'un qui est député en France, s'il est dans la majorité, a plus d'efficacité. Parce que s'il est dans l'opposition, en France, on est dans un système monarchique. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui a l'essentiel du pouvoir. Et les députés macronistes ont un peu de pouvoir, mais ils sont là pour voter ce que demande Emmanuel Macron. Et les députés de l'opposition n'ont pas beaucoup de pouvoir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je veux qu'il y ait une primaire populaire, qu'on se rassemble et qu'on gagne en avril prochain. Je pense que si on gagne dès le mois d'avril, on pourra annoncer qu'on fait un sommet européen au mois de mai ou au mois de juin pour relancer la négociation. Quand le Parlement demande de taxer la spéculation, le Parlement européen veut taxer la spéculation. C'est la France d'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui bloquent. Mais ça veut dire que si on est une équipe qui arrive au pouvoir en avril et qui veut relancer la négociation, on pourra le faire. Mais on pourra aussi faire voter une vraie loi climat. Vous savez qu'il y a eu un gros travail de 150 citoyens qui avaient été tirés au sort et qui avaient passé 1 an et demi à travailler vraiment des week-ends de 3 jours à chaque fois, ils bossaient pour comprendre le problème climatique et apporter des solutions concrètes. Vous avez fait 149 propositions, 149 propositions. Emmanuel Macron avait dit qu'il avait 3 jokers, mais qu'il allait reprendre la totalité, donc 146 propositions. Et tout le monde dit qu'il en a repris 10 ou 15%. Et nous, si on gagne en avril et puis les législatives, on fera passer l'intégralité, effectivement, de ce qui était demandé par les citoyens. Donc, les deux sont, j'ai du mal à répondre à votre question en termes d'efficacité. Être député en France ou être ministre en France, peut-être que j'aurai une place dans l'équipe. Si on fait une équipe, si je vais dans la primaire populaire, c'est pour faire connaître les solutions que je porte avec mes amis de Nouvelle Donne. Et puis peut-être que je ne gagnerai pas la primaire populaire, on ne sait pas. Et peut-être que je serai dans l'équipe qui aura la responsabilité de faire bouger ce pays. Mais vous voyez, aux États-Unis, ils ont fait une primaire. Au début, il y avait Bernie Sanders qui critiquait Joe Biden, il y avait Kamala Harris qui critiquait Joe Biden. Et au lieu de s'engueuler, au lieu de faire chacun campagne dans son coin, ils ont fait une primaire. C'est Joe Biden qui a gagné. Et ils ont tous été capables de faire campagne avec Joe Biden et pour Joe Biden. Et maintenant, ils sont tous, ce n'est pas un homme tout seul ou une femme tout seul qui change un pays. Donc, Joe Biden est à la Maison-Blanche, mais Kamala Harris est vice-présidente. C'est la première fois qu'une femme noire est vice-présidente. Ça a de la gueule. Et peut-être qu'elle sera un jour présidente des États-Unis. Et Bernie Sanders est le patron de la commission des budgets. Donc, moi, je préfère, quand j'étais petit, j'étais capitaine de mon équipe de hand, puis j'ai fait un peu de basket. On ne gagne pas un match avec juste une personne. C'est en équipe. Et donc, j'aimerais convaincre Anne Hidalgo, Yannick Jadot et les autres qu'il faut qu'on fasse une équipe. Et je m'en fous de savoir un peu qui est le chef d'équipe, quel est celui qui ira à l'Élysée. Parce qu'en plus, on pense tous qu'il faut dégonfler les pouvoirs de celui ou celle qui sera à l'Élysée pour avoir un système beaucoup plus démocratique.
Donc, c'est honteux, parce qu'on continue à se diviser. L'autre jour, j'avais une réunion avec Yannick Jadot, avec Anne Hidalgo, avec les chefs du PS et des écolos. Et je leur ai dit, mais si on n'arrive pas à se rassembler, on est nuls, on est nuls. Nos enfants vont nous détester, nos enfants vont nous jeter des cailloux et ils auront raison. Moi, j'ai un de mes fistons qui a 17 ans. L'autre jour, je rentrais à la maison, il m'a dit, papa, est-ce que c'est vrai qu'on va vers un effondrement? J'ai regardé une vidéo avec de bons arguments pour dire que si on ne change rien, on va vers une catastrophe. Et dans les 20 ans qui viennent, pas dans 3 siècles, dans les 20 ans qui viennent, on peut connaître le chaos climatique, le chaos social, avoir des affrontements très durs. Donc moi, mon but n'est pas de magouiller. Il y en a qui ont déjà qui ont renoncé à gagner en 2022 et qui préparent 2027 ou 2032. Il y a une telle urgence. Moi, je suis persuadé qu'il y a des solutions. C'est ça qui me rend joyeux, c'est ça qui me rend optimiste. Je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui sont prêts à se mettre en mouvement. Il y a quelques jours, j'étais à Lille. La semaine dernière, à Rennes, à chaque fois, les amphis sont pleins. En particulier, il y a plein de jeunes qui sont d'accord pour se remuer, pour se retrousser les manches. Mais ce serait dramatique si on avait encore 5 candidats qui nous stérilisaient. Et justement, c'est cette division de la gauche qui entraîne cette volonté de primaire populaire. Et en effet, aujourd'hui, les partis de gauche, tout parti cumulé, ont à peine 30% des intentions de vote selon les derniers sondages. Est-ce que vous considérez donc que la société française, elle se droitise? Et si oui, quelles sont les causes de cette droitisation de la société française? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que la société se droitise. Je vous dis, par exemple, sur la question du climat, très concrètement, quand Alain Juppé m'appelle, Alain Juppé, c'est quand même, il a été un Premier ministre très conservateur. C'est lui qui a bloqué le pays quand il a voulu faire sa réforme des retraites. Laurence Parisot, qui était la patronne de tous les patrons de France, du MEDEF, qui m'avait appelé un jour en disant, vous ne m'avez jamais convaincu sur la semaine de 4 jours, mais sur le climat, vous m'avez convaincu, y compris l'idée de demander un effort, de taxer la spéculation. Je ne l'ai pas dit, mais donc, il faut trouver de l'argent. Pour isoler une maison, c'est 40 000 euros. Pour faire une vraie isolation, c'est 40 000 euros. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 40 000 euros. Il faut qu'il y ait des aides. Et donc, nous, ce que dit le Parlement européen, je ne suis pas le seul, mais j'ai aidé à ce que le Parlement dise ça, c'est qu'il faut taxer la spéculation. Je ne sais pas si vous voyez ce graphique. C'est l'évolution des marchés financiers aux États-Unis. Le Dow Jones, vous savez, en France, on a le CAC 40, vous entendez parfois à la radio, et on retrouve maintenant Jean-Pierre Trucmuche à la Bourse de Paris. Comment va le CAC 40? Ça, c'est en France, mais aux États-Unis, ils ont le Dow Jones. Et le Dow Jones, vous voyez, depuis 50 ans, la dernière fois qu'il y a eu une crise financière, il était monté à 14 000 points, 14 000 avant de s'effondrer en 2007. Quand on a montré le document au pape, au mois de mars, il était à 31 000 points, 31 000, et la semaine dernière, il était à 35 000 points. Donc, les hôpitaux vont très mal, l'économie réelle va très mal, l'université va très mal, mais les marchés financiers, il n'y a jamais autant de spéculation. Donc, ce que je demande, c'est d'avoir une petite taxe sur la spéculation. L'autre jour, j'étais dans l'hémicycle et j'ai montré à la présidente de la commission, j'ai dit, quand j'ai acheté ce téléphone, j'ai payé une taxe à 20% de TVA. Je lui ai montré une boîte de raviolis en disant, même les plus pauvres, pour manger, les plus pauvres, ils doivent payer 5,5% de TVA. Tout le monde paye de la TVA, même les plus pauvres. On trouve normal qu'ils participent au budget en payant 5,5% de TVA. Mais sur les marchés financiers, sur la spéculation, aujourd'hui, c'est 0,0%. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, je le répète, une petite taxe à 0,1%, ce n'est pas grand-chose. On aurait 60 milliards chaque année. Et avec 60 milliards, on peut isoler des maisons, on peut faire des transports en commun, on peut aider les agriculteurs. Rien qu'en France, on pourrait créer 900 000 emplois. Mais très concrètement, ça permettrait de financer quoi complètement, par exemple, comme vous l'avez mentionné, des isolations. Concrètement, les mesures, ce serait quoi? Mon but, c'est qu'il y ait un système très simple dans l'isolation, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que c'est important l'isolation, mais on n'en fait quasiment pas des vraies isolations complètes. Parce que le propriétaire dit, c'est pas moi de payer les travaux, parce que celui qui va faire des économies, c'est le locataire. Et le locataire dit, ouais, ça fait beaucoup, c'est une grosse dépense pour moi. Et si je déménage dans 3 ans, c'est pas moi qui ferai les économies. Donc chacun, le serpent se mord la queue. Donc la plupart de ceux et celles qui ont réfléchi à la question disent, il faut une loi qui dit dans 20 ans, c'est ce que demandaient les 150 citoyens de la Convention climat, il faudrait une loi qui dit que dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés, mais ça n'est possible que s'il y a des aides massives. Je répète, une vraie isolation, c'est à peu près 40 000 euros, qui est vraiment efficace. Du coup, le jour, je voyais un monsieur qui vivait dans un HLM qui dit, c'est super, depuis qu'on a isolé ce HLM, c'est plus confortable, j'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver. Et il dit, je gagne 800 euros chaque année sur mes dépenses de chauffage. Donc, il y a bien une dimension sociale, c'est plus confortable et cette famille gagne 800 euros sur les dépenses de chauffage. Et surtout, quand le prix de l'énergie flambe, c'est une bonne chose. Et ça fait 800 euros qui n'iront pas dans les caisses de M. Poutine si cet immeuble était chauffé au gaz avant. Donc, la question est de savoir comment on finance cet effort. Et si on a une taxe sur la spéculation, on a au niveau européen 60 milliards chaque année. Ça fait 10 milliards qui arriveront en France. Et on sait que pendant 20 ans, 30 ans, on a 10 milliards qui arrivent chaque année en France pour isoler les maisons. Donc, on pourra dire qu'il y a un système très simple.
vous pouvez isoler votre maison ou votre immeuble et au moins les 80% des dépenses, vous avez une aide financière, vous avez une subvention de 80 ou 90% des dépenses. Pareil, pour faire des transports en commun, je le redis, dans mon coin des Pyrénées, tous ceux qui ont boulot, ils doivent prendre la voiture pour aller à Pierrefitte ou Argelès parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Or, ils seraient bien contents s'il y avait des transports en commun, ça coûterait moins cher. En hiver, quand la route est verglacée, ce serait plus prudent d'être dans un autobus bien sécurisé que dans une vieille voiture. Donc, il faut des transports. Ce n'est pas mon village des Pyrénées ou les 4 villages qui sont à la suite qui vont trouver l'argent pour faire un transport en commun. Par contre, s'il y a des aides de l'Europe, ils pourront le faire. Sur l'agriculture, maintenant, il n'y a plus aucun paysan qui est climato-sceptique. Il y a 3 ans, j'ai été invité pour un événement très intéressant. C'est l'événement de rentrée de tous les jeunes agriculteurs de France. Il y avait là des milliers d'agriculteurs. C'est la branche jeune de la FNSEA. Hein, et il y avait le grand débat de l'après-midi, c'était que peut faire l'Europe pour gagner la bataille du climat. Et j'étais l'invité de ces jeunes agriculteurs. Et celui qui a lancé le débat, c'était un éleveur, un jeune éleveur, et qui disait, il y a 10 ans, ce débat était inimaginable. La plupart des paysans étaient climato-sceptiques et on ne croyait pas au dérèglement climatique. Mais maintenant, il y a tellement de problèmes climatiques que plus personne ne peut être climato-sceptique. Il disait, il y a 3 ans, il y a eu des inondations et on a perdu 30% de la récolte de blé. Les copains qui font du blé dans le centre de la France, dans la Beauce, ont perdu 30% des récoltes à cause des inondations. Maintenant, il y a eu 2 étés avec des canicules et les copains qui ont des vaches ou des moutons vont devoir tuer une partie des troupeaux parce qu'il n'y a plus assez de foin. Quand vous avez 2 étés de canicule, l'herbe pousse moins, il faut donner plus de foin. Voilà. Donc, il disait, il n'y a plus aucun paysan climato-sceptique. La question est de savoir qui peut nous aider. Lui, il disait, par exemple, je suis éleveur. Je sais qu'avec le lisier, avec le lisier de mes animaux, ça abîme la nappe phréatique, c'est mauvais pour l'eau et c'est mauvais pour la planète, pour l'atmosphère. Et il dit, je sais que faire du biogaz, c'est efficace. Maintenant, ça n'explose pas, ça peut être efficace. Mais il dit, c'est 500 000 euros. Pour faire un investissement du biogaz, c'est 500 000 euros le ticket. Et donc, il dit, la plupart des paysans n'arrivent même pas à se payer le SMIC, à cracher 1 500 euros de revenus par mois. Donc, on ne va pas nous demander de trouver 500 000. Par contre, il dit, si Pierre Larrouturou gagne son combat au niveau européen, on pourra avoir des aides très, très fortes. On pourra faire du biogaz. On va se mettre avec 2 ou 3 autres fermiers, 2 ou 3 autres agriculteurs. Et au lieu d'abîmer la nappe phréatique, l'eau potable et puis l'atmosphère, on pourra faire du biogaz, créer 1 ou 2 emplois et ça fait des ressources supplémentaires. Donc voilà concrètement à quoi pourrait servir l'argent. Aussi investir dans les énergies renouvelables, investir dans la recherche, investir pour inventer une nouvelle voiture. L'essentiel, c'est de prendre son vélo. Moi, le matin, quand je vais au Parlement européen, là, je suis à Bruxelles, j'ai mon vélo qui est accroché au panneau sens interdit. Là. Donc, l'essentiel, c'est de marcher à pied, de prendre son vélo, de prendre les transports en commun. Mais quand même, il y a des moments où on a parfois besoin d'une voiture. Est-ce que l'Europe est capable de mettre de l'argent dans la recherche pour avoir une voiture qui sera moins lourde et qui roulera avec des renouvelables? Est-ce qu'on est capable d'avoir des nouveaux ordinateurs? On trouve très utile. Aujourd'hui, vous me regardez par Internet, on trouve très utile Internet, mais ça consomme une quantité d'énergie colossale. Est-ce qu'on est capable? C'est l'Europe qui a inventé Internet, on l'oublie, mais c'est les chercheurs européens, des femmes et des hommes qui cherchaient le boson de Higgs, qui ont inventé Internet et les écrans tactiles. On est tous à faire défiler nos écrans, on oublie, mais ce sont des Européens et des Européennes qui ont inventé Internet et les écrans tactiles. C'est génial, ça nous permet de faire plein de choses géniales, parce qu'on est capable d'inventer une nouvelle génération d'ordinateurs qui va consommer moins. Donc pour ça aussi, il faut payer de la recherche. D'accord, mais mis à part là-dessus, mis à part justement ces problèmes d'agriculture, comme vous l'avez longuement mentionné, quels sont à vos yeux les principaux problèmes des Français, donc que ce soit le climat, la justice sociale, etc. Et quelles solutions pouvez-vous leur apporter si vous êtes élu ou si le candidat de la primaire populaire est finalement élu? Donc, une des urgences, c'est la question du climat et pour gagner la bataille du climat, trouver de l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Vous vous souvenez peut-être, Nicolas Hulot, mon ami Nicolas, quand il était ministre, il avait démissionné de son poste de ministre de l'écologie parce qu'il disait j'ai pas d'argent. Il disait Nicolas Hulot disait Emmanuel Macron est gentil avec moi, c'est pas un problème personnel, mais les actions ne sont pas du tout à la hauteur. Il y a des beaux discours, mais pas des actions. Et pour agir, il faut trouver de l'argent. Et Nicolas Hulot dit je voudrais 7 milliards chaque année et on me les donne pas. Donc ça, c'est le climat et je montre comment on peut, je suis rapporteur du budget, c'est peut-être que je m'y connais un tout petit peu sur les questions de financement. Deuxième point, c'est la question du chômage et la précarité. Partout où je vais, on voit des jeunes et des moins jeunes qui sont au chômage, qui sont dans des boulots merdiques. Là, tout le monde dit « Ah, c'est bien parce que le chômage est revenu au niveau d'avant la crise du virus. » OK, c'est vrai que le chômage est revenu au niveau d'avant le virus, mais il y a quand même 3 600 000 personnes au chômage. 3 600 000 qui font 0 heure par semaine, sans compter tous ceux qui ne sont plus au chômage parce qu'ils sont tombés au RSA.
Au bout de 2 ans, ils n'ont pas trouvé de boulot et donc ils ne sont plus comptés comme chômeurs, mais ils sont au RSA. Et puis, sans compter tous ceux qui ont des boulots pas bien payés. Si vous allez voir le film de François Ruffin, il est magnifique. Moi, un des trucs qui m'a fait tilt, on voit une dame qui s'occupe de personnes âgées, qui nettoie des personnes âgées, qui leur donne à manger, et puis elle passe une demi-heure ici, puis elle va passer voir un autre malade. Et on la voit qui est en voiture et qui dit que quand elle a payé son loyer, il lui reste 420 euros par mois. 420 euros par mois. Elle dit, ma priorité, c'est les enfants. Mais comment est-ce qu'on fait pour vivre correctement avec des boulots où une fois qu'on a payé le loyer, et alors qu'on n'a pas encore payé la nourriture, il reste seulement 400 euros par mois. Donc, il faut créer des emplois de qualité pour tout le monde, pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, si on agit vraiment pour le climat, on peut créer 900 000 emplois, je le répète, on peut créer 900 000 emplois avec un vrai plan climat, mais aussi il faut relancer le débat sur la semaine de 4 jours. Je pense qu'il faut comprendre que la croissance ne reviendra pas. Quand Bruno Le Maire dit la croissance revient, j'aimerais lui montrer cette courbe. Je l'ai déjà montré à Emmanuel Macron plusieurs fois. Ça, c'est l'évolution de la croissance en France depuis 50 ans. Dans les années 60, on avait 5,6 de croissance, puis 3,7. Vous voyez, la croissance en France, décennies par les années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Voilà. Il faut être très optimiste quand on voit cette courbe pour dire que la croissance revient. Certains vont dire OK, mais c'est parce que c'est la France, un État obèse, je mets des guillemets, on n'a pas de politique industrielle. Voilà. Donc, regardons en Allemagne, puisque souvent on nous parle de l'exemple de la locomotive allemande parce qu'ils ont une vraie politique industrielle. Il y a des choses très bien, effectivement, en Allemagne, il y a des choses très bien. Et voilà l'évolution de la croissance en Allemagne depuis 50 ans. Je crois qu'il faut être très doué pour voir la différence entre la croissance en Allemagne et la croissance en France. Voilà. Et depuis 10 ans, si l'Allemagne a évité la récession, c'est juste parce que l'Allemagne aurait été à 0,4 de croissance, 0,4, et puis ils ont accueilli 1,5 million de réfugiés syriens. L'Allemagne, d'abord pour des raisons d'humanité, mais aussi pour des raisons économiques, mais d'abord pour des raisons d'humanité, ils ont accueilli 1,5 million de réfugiés syriens, et ça a boosté leur croissance. Donc je crois qu'on ne peut plus compter sur la croissance, voilà l'évolution de la croissance. Il faut créer des emplois autrement, et il faut tenir compte de la révolution des gains de productivité. On a fait plus de productivité depuis 50 ans. Et ça, c'est une courbe qui montre l'efficacité du travail. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, depuis 1975, en gros, vous voyez comment la productivité… Pardon, désolé. Il fait un peu frais à Bruxelles, l'automne arrive. Voyez comment la productivité a beaucoup augmenté depuis 1975. C'est dû à une double révolution. Révolution des robots, des ordinateurs, des machines à commande numérique, et puis révolution de l'intelligence qu'on met dans la tête des gens. On a multiplié par 7 en France le nombre de gens qui font des études parmi ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont étudiants ou qui ont été étudiants après le baccalauréat. Mais il y a 40 ans, c'était un tout petit nombre de gens. On a multiplié par 7 le nombre d'étudiants qui font des études après le bac. Donc cette double révolution, les nouvelles technologies, les robots, les ordinateurs, plus l'intelligence qu'on a mis dans la tête des gens, fait qu'on produit, les gains de productivité sont colossaux. Aux États-Unis, le débat revient aussi sur la réduction du temps de travail. C'est Robert Reich, c'est un mec génial, il est tout petit physiquement, mais c'est un génie intellectuellement. C'est l'ancien ministre du Travail de Bill Clinton. Et Robert Reich montre cette courbe qui montre que le volume de production a presque doublé. On produit presque 2 fois plus de biens et de services qu'il y a 30 ans, mais qu'avec les robots et les ordinateurs, on a besoin de 30% de travail en moins. Voilà, ce n'est pas la fin du travail. Il faut toujours des agriculteurs, les carottes ne poussent pas toutes seules, il faut toujours des médecins, des infirmiers, des infirmières, il faut toujours des avocats, mais une partie du travail des avocats est fait par des systèmes experts. Donc, ça n'est pas la fin du travail, mais il y a besoin de 30% de travail en moins. Et donc, 2 façons de gérer ça. Ou bien on laisse 30% des gens au chômage, ils font 0 heure par semaine, ils sont dans des petits boulots qui galèrent à 15 heures ou 20 heures par semaine, ou bien on baisse le temps de travail de tout le monde en maintenant les revenus. Et en 1995, vous n'étiez peut-être pas né, Antoine, mais il y avait à la une de tous les journaux le rapport Boissonnat, qui avait été rédigé à la demande de Balladur, qui disait le rapport du plan préconise une réduction de plus de 20%, du temps de travail d'ici 2015. Pour être sûr qu'il n'y avait aucun problème de formation, il avait dit on se donne 20 ans pour y arriver, mais tout le monde était d'accord pour dire que d'ici 2015, il fallait être passé à la semaine de 4 jours. Voilà. Or, il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. Si vous mangez une petite brioche pasquée, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les brioches pasquées, on les trouve dans tous les supermarchés, ou un yaourt Maminova, ou du jambon Fleury-Michon. Voilà 3 exemples d'entreprises où tout le monde est passé à 4 jours. Et l'idée, c'est que si l'entreprise passe à 4 jours et qu'elle crée des emplois, des vrais emplois, des emplois de qualité, des emplois en CDI, au moins 10% d'emplois nouveaux, elle arrête de payer les cotisations chômage. Et c'est comme ça que chez Maminova, chez Fleury-Michon, chez Brioche Pasquier ou ailleurs, tout le monde est passé à 4 jours, les ouvriers, les commerciaux, le directeur général, la comptabilité,
tout le monde est passé à 4 jours sans baisser les salaires, mais sans abîmer l'entreprise, sans augmenter. Le prix du yaourt n'a pas augmenté parce que l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage. Et ça donne une qualité de vie nouvelle. On voit que les gens qui passent à la semaine de 4 jours, c'est juste génial en termes de qualité de vie. C'est beaucoup plus cool. On a du temps pour soi, du temps pour les gens qu'on aime, du temps pour faire du sport, du temps pour se remettre à une formation, si on veut. Par exemple, chez Maminova, le médecin du travail a fait le bilan au bout de 2 ans et on voit que l'absentéisme a beaucoup reculé, ce qui est la preuve que les gens vont bien. Et on estime qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois, que si toutes les entreprises de France passaient à la semaine de 4 jours avec ce financement, on arrête de payer les cotisations chômage si on crée des emplois, on estime qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du plan climat que je propose. Avec le plan climat, on peut créer 900 000 emplois. 900 000 emplois, c'est l'ADEME qui le dit, ce n'est pas moi. 900 000, avec la semaine de 4 jours, 1,6 million. Ça veut dire qu'avec ces 2 réformes, on peut créer 2,5 millions, 2,5 millions emplois. Il faut aussi des emplois à l'hôpital, il faut aussi des emplois dans la justice, dans la police. Donc, au total, on peut créer, je pense, 2,8 millions emplois sans problème. Et ça veut dire que les caisses de retraite, elles seront en excédent. Contrairement à Bruno Le Maire, je ne pense pas qu'il faut baisser les retraites. Je pense qu'il faut plutôt augmenter le nombre de gens qui ont un vrai boulot, un vrai revenu et qui cotisent. Une nouvelle donne démocratique pour mieux que le pourboire ne soit pas confisqué par une ou 2 personnes, par la loi d'initiative citoyenne. Excusez-moi Antoine si je suis trop bavard, mais je pense que vous avez été prévenu avant de m'inviter. Donc on propose une nouvelle donne sociale, une nouvelle donne pour le climat, mais aussi une nouvelle donne démocratique. Aujourd'hui, le pouvoir est vraiment confisqué par une ou 2 personnes qui sont à l'Élysée. C'est vraiment, on est le seul pays d'Europe où le pouvoir est concentré comme ça de façon monarchique. Donc nous, ce qu'on dit à Nouvelle Donne et avec beaucoup d'autres, c'est qu'il faudrait faire naître une 6e République, une République beaucoup plus citoyenne, où il y a moins de pouvoir pour celui ou celle qui est à l'Élysée, plus de pouvoir pour le Parlement. Et puis nous, ce qu'on apporte surtout Nouvelle Donne, c'est la loi d'initiative citoyenne, en disant que dès qu'un texte est signé par 200 000 citoyens, eh bien, il arrive à l'Assemblée nationale, il a la même force, la même importance qu'un projet de loi qui arrive du ministère des Finances ou du ministère de Matignon, du Premier ministre. Et que les députés doivent le texte qui vient, la loi d'initiative citoyenne, a la même importance qu'un projet de loi qui vient du gouvernement. Et les députés ont 6 mois pour l'adopter. Les 3 premiers signataires ont 5 minutes à la télévision à 20h sur toutes les chaînes publiques pour expliquer leur projet. Donc, le débat est public. Et au bout de 6 mois, ou bien la loi a été votée, bravo, c'est champagne ou champomis pour tout le monde. Mais et sinon, si ceux qui ont lancé l'idée ne sont pas contents, parce qu'on a repris le titre, mais on a castré l'essentiel de leurs idées, ils peuvent demander un référendum si le texte est conforme à la Déclaration européenne des droits de l'homme. Donc voilà, la loi d'initiative citoyenne, ça change tout. Ça veut dire peut-être une réforme de l'université, une réforme des retraites, une réforme de je sais pas quoi, de la chasse, pour être proposée par des citoyens et mise en débat à l'Assemblée, puis après ça, mise en débat par référendum si l'Assemblée ne suffit pas. Et vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'emploi. Donc, en tout cas, actuellement, dans le gouvernement, dans la majorité, cette question est associée à la croissance. Et selon vous, est-ce qu'il existe une croissance verte, même si vous avez dit que la croissance, on ne la retrouverait plus tout à l'heure. En d'autres termes, est-ce qu'il existe une écologie compatible avec le libéralisme le plus total? La réponse est non. Alors, d'abord, donc, j'ai montré que la croissance ne reviendra pas. J'ai montré que la croissance ne reviendra pas, mais ce que je n'ai pas montré pour ne pas vous faire peur, si vous regardez ça le soir, c'est qu'on peut avoir n'importe quand une nouvelle crise économique majeure. En 2005, j'avais fait une grève de la faim pour dire qu'on va faire une crise, la crise qui est venue en 2007. Le journal Marianne dit que j'étais un des 5 économistes au niveau mondial qui avait annoncé la crise de 2007. Il y en a qui se moquaient de moi. Dominique Strauss-Kahn m'a foutu de moi devant 400 personnes dans la route du rouge, s'inquiète pour rien, il n'y a aucun risque de crise. C'est en août 2005 que Dominique Strauss-Kahn expliquait que j'avais aucun risque de crise. Et puis 18 mois plus tard, c'était le début de la crise avec HSBC qui annonçait 10 milliards de pertes. Et n'importe quand, la crise peut recommencer. Ça, c'est la dette totale des États-Unis depuis 1950. Vous voyez qu'il faut toujours plus de dettes voilà. Et ça, c'est la dette en Chine. Ça, c'est la courbe de la dette en Chine. Donc, les 2 moteurs de l'économie mondiale, États-Unis et Chine, peuvent exploser n'importe quand. Et je ne suis pas le seul à le dire. Autant en 2005, on n'était pas très nombreux à annoncer une crise, autant maintenant, c'est qu'avant le virus, c'est tous les 6 mois qu'il y avait un rapport du FMI. Vous voyez, à la une des Échos, le FMI qui annonce une nouvelle crise financière qui peut être 10 fois plus grave. Le FMI nous disait il y a 3 ans, attention, la prochaine crise peut être 10 fois plus grave que 2008. Donc vraiment, miser sur le retour de la croissance, c'est un aveuglement incroyable. Et il n'y a pas de croissance verte, ce mot ne veut rien dire, c'est un mot valise qui ne veut rien dire. Par contre, on peut avoir un plan d'investissement. Donc, plus on attend le retour de la croissance, plus on va vers une catastrophe sociale et nouvelle crise économique. Voilà. Et puis surtout, pour exciter la croissance, on ne peut pas oublier le climat et la biodiversité. Par contre, si on comprend que la croissance n'est plus la solution,
mais qu'on comprend l'urgence d'agir pour le climat et la biodiversité. On peut avoir un gros plan d'investissement et ça va créer des emplois. Moi, mon objectif, ce n'est pas la croissance. Mon objectif, c'est la dignité humaine, c'est le bien-être, que tout le monde ait un vrai boulot, un vrai revenu, que tout le monde ait du temps pour vivre, que tout le monde soit rassuré sur son avenir et l'avenir de ses enfants, qu'il y ait de la sécurité, qu'on ne puisse pas être… Moi, quand un de mes fils était petit, il s'était fait braquer sa montre à la sortie du métro, il a vu la pétoche. Donc, évidemment, il ne faut pas négliger les questions de sécurité. Je dis tout à l'heure qu'il fallait aussi embaucher des gens à l'hôpital, mais aussi des gens dans la police et dans la justice. Je pense qu'il faut effectivement donner les moyens d'avoir une société d'équilibre et de convivialité. Et pour cela, la solution que vous avez déjà évoquée tout à l'heure, mais une des solutions principales que vous avancez, c'est justement cette taxation sur les transactions financières. Donc l'an dernier, vous avez fait une grève de la faim de 18 jours, vous l'avez dit, pour imposer cette idée. Est-ce que vous pensez que tous les moyens sont bons, en quelque sorte, pour parvenir à ces fins dans une société démocratique, notamment ici, l'usage de la grève de la faim qui est un peu extrême quand même? Mais la grève de la faim, d'abord, donc j'avais fait voter par le Parlement européen un rapport, je ne sais pas si j'ai un extrait ici, d'abord pour montrer que je n'étais pas un gars tout seul désespéré, je ne suis pas du tout désespéré et je ne suis pas du tout seul. J'avais fait voter un rapport qui disait, voilà, le Parlement propose 5 solutions, alors je ne vais pas le retrouver, propose 5 solutions, vous l'avez sur mon site internet, 5 solutions pour trouver de l'argent pour le climat et pour les hôpitaux. Donc l'idée d'une taxe sur la spéculation, c'est la plus importante en volume, mais on peut aussi dire qu'on met en place une taxe carbone aux frontières, une taxe sur le plastique non recyclé. Le Parlement met en avant 5 solutions. Donc, et une fois que j'avais fait valider par le Parlement ce rapport, je me suis rendu compte qu'il y avait des énormes blocages et on m'a expliqué déjà que c'était la France qui bloquait. Un haut fonctionnaire m'a expliqué, il a trouvé que j'avais fait un bon boulot au Parlement, il est venu prendre un café près de chez moi pour pas qu'on nous voit ensemble au Parlement ou près de la Commission. Et il m'a donné la lettre du ministre autrichien des Finances qui disait c'est la France qui bloque la négociation. Que même la droite autrichienne voulait relancer la négociation. Et la lettre disait la France veut une toute petite taxe sur la spéculation qui ne ferait que 1% des volumes et 99% des transactions ne seraient pas taxées. Donc je me suis dit qu'il fallait foutre un zoom, qu'il fallait que la plupart des citoyens ne comprennent pas bien ce qui se passe au niveau européen, ne savaient pas que cette négociation était possible. Et donc ma grève de la faim, c'est pour dire c'est pas un sujet, c'est pas de la blague. Si on ne fait rien pour le climat, ça va être le chaos. On va vers l'horreur dans 20 ans ou 30 ans. Et il faut déclarer la guerre au dérèglement climatique. Il faut arrêter le blabla, il faut arrêter les beaux discours. Il faut déclarer la guerre au dérèglement climatique. C'est la seule guerre qui ne fera pas un mort. C'est même une guerre qui va nous éviter des millions de morts. C'est la seule guerre qui peut réunir tous les peuples entre eux. C'est la seule guerre où en même temps on peut avoir les gens les plus riches à Los Angeles et les gens les plus pauvres au Bangladesh qui sont unis pour gagner la bataille du climat. Donc il faut se dire qu'on déclare la guerre, on veut gagner la guerre contre le dérèglement climatique. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc j'ai fait une grève de la faim pendant 18 jours pour dire, Monsieur Macron, Monsieur le maire, arrêtez d'être les porte-parole du lobby bancaire, laissez faire cette négociation. Et j'ai arrêté au bout de 18 jours parce que j'avais perdu beaucoup de muscles, j'ai perdu beaucoup de graisse, ça c'était bien, mais je commençais à perdre beaucoup de muscles. Et le médecin-chef du Parlement m'a dit, mais vous savez que votre cœur, c'est aussi un muscle. Vous êtes peut-être en train de foutre en l'air votre cœur. Et puis, j'avais promis que je ne voulais pas encombrer les urgences. À un moment, il y avait beaucoup de virus et beaucoup de gens aux urgences. Parce que vous savez, les grèves de la faim, ça finit souvent aux urgences. Et les gens sont courageux pour avoir des images, pour faire pression sur les dirigeants. Et j'avais pensé à un moment aller jusque-là. Mais je m'étais dit, non, aux urgences, il y a déjà assez de malades avec le virus. Ce n'est pas peine d'avoir un malade en plus. Donc, du coup, j'ai arrêté ma grève de la faim au bout de 18 jours. Mais déjà, ça a permis que des millions de gens entendent parler de l'idée qu'on peut gagner la bataille, que ça n'est pas foutu. Il y a beaucoup de gens qui sont très pessimistes. J'ai vu une enquête l'autre jour qui dit que 76% des jeunes pensent que l'avenir est effrayant. 38% disent qu'ils hésitent à avoir des bébés, à faire des enfants, parce qu'on va leur laisser un monde qui va vers la catastrophe. Et moi, je crois qu'il y a de bonnes raisons de s'inquiéter. Il y a de bonnes raisons de s'inquiéter, mais qu'il y a encore des solutions. Et c'est aussi pour ça que je fais un tour de France là, pour faire connaître les solutions. Et très souvent, je suis invité par des étudiants et des étudiantes. Et je pense que cette génération, ceux qui ont entre 16 et 30 ans, ils ont parfaitement conscience des enjeux. Il y a aussi des gens de 50 ans ou de 60 ou 70 qui ont conscience des enjeux. Mais il y a aussi des gens de 50 ans ou 60 ans qui sont blasés, qui sont tellement déçus par la politique, qui ne croient plus à rien. Et là, on a une génération qui n'est pas blasée, qui a une énergie vitale et qui va peut-être nous aider à bousculer les choses. Parce que quand j'ai fait ma grève de la faim, il y a beaucoup de gens très différents qui m'ont soutenu. Nicolas Hulot, des climatologues, des jeunes, des vieux, des gens de droite et de gauche. On faisait un Facebook Live tous les jours. Il y avait 4 ou 5 personnes qui, à distance à cause du virus, me soutenaient. Et plusieurs ont dit, c'est quand même dommage, c'est quand même choquant
que quelqu'un qui est député européen et rapporteur du budget, rapporteur général du budget, qu'il ait besoin de faire une grève de la faim pour alerter l'opinion, ça veut dire quand même qu'il y a un vrai déficit de démocratie. Donc oui, il y a un vrai déficit de démocratie. Si, grâce à la primaire populaire, si on a fait une équipe qui gagne le pouvoir en avril prochain en France, je pense qu'il faudra changer complètement l'Europe, relancer des négociations pour une Europe plus démocratique, plus rapide, plus efficace, une Europe qui taxe la spéculation, une Europe où on met en place une taxe sur les milliardaires aussi, une Europe où la priorité, la boussole, c'est la dignité humaine, donner à tout le monde une vie heureuse aujourd'hui et préparer un avenir pour les générations futures. Mais justement, ces générations futures, elles sont peut-être dans notre audience, qui est une audience extrêmement jeune. Et justement, un abonné s'interroge par rapport au nucléaire et souligne le fait qu'il serait dangereux, entre guillemets, selon lui, d'abandonner complètement cette énergie sans alternative au moins aussi efficace. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui et quelle est votre position sur le nucléaire? Je crois qu'il n'y a personne qui propose d'abandonner du jour au lendemain le nucléaire. Mais par contre, ce qui est évident, c'est que les courbes se sont croisées. Mon papa travaillait à EDF il y a 40 ans et il nous montrait que le nucléaire était beaucoup moins cher que les énergies renouvelables. Et quand on lui posait des questions sur les déchets nucléaires, il ne répondait pas trop. Mais effectivement, il y a 40 ans, l'énergie nucléaire était effectivement beaucoup moins chère que le nucléaire était beaucoup moins cher que le photovoltaïque ou que l'éolien. Et maintenant, ça a changé parce que suite à toutes les catastrophes nucléaires qui ont eu lieu en Russie ou au Japon, on fait des centrales de plus en plus sécurisées, de plus en plus compliquées, les EPR de plus en plus chers. Donc, le coût du nucléaire a augmenté. Et par contre, le prix du photovoltaïque, grâce au travail des chercheurs et des techniciens, a beaucoup diminué. Il y a 10 jours, j'étais près de Rennes, dans la ville de Bru. C'est un ami qui est le maire de Bru, Philippe, et un maire Nouvelle-Donne en plus. Mais avant même qu'il soit élu, il y avait eu un projet qui avait été mis en place d'une grande centrale photovoltaïque. Et le prix de l'électricité, là, en octobre 2021, le prix de l'électricité, sans aucune subvention, le prix de l'électricité fait avec du solaire, avec du photovoltaïque, est moins cher que le prix de l'électricité normale faite avec du gaz ou du pétrole ou avec du nucléaire. Donc, personne ne dit qu'on va sortir du nucléaire tout de suite, mais si on continue à développer les énergies renouvelables, que ce soit le photovoltaïque ou dans mon coin des Pyrénées, la biomasse. Dans mon coin des Pyrénées, il y a 3 villages qui sont mis ensemble pour faire un réseau de chaleur avec la biomasse. Et maintenant, toutes les maisons, tous les immeubles, les hôpitaux, tous les bâtiments sont chauffés avec de la biomasse, donc des résidus de bois. Globalement, le bilan qui est fait, c'est qu'ils ont tous fait 20% d'économie. Le chauffage, concrètement, c'est très concret, ils ont fait le bilan sur les 3 premières années, c'est 20% d'économie pour chaque personne. Et l'argent qu'on consacre quand même au chauffage, au lieu qu'il parte dans les caisses de M. Poutine, parce qu'avant, ils étaient chauffés au gaz, la plupart, c'est l'argent qui reste dans le coin des Pyrénées parce qu'ils ont créé 7 emplois, 7 personnes qui ont un vrai boulot et un vrai salaire. Donc, les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est efficace, c'est moins cher que le nucléaire. Et donc, si on fait en même temps un effort d'efficacité énergétique, isoler tous les bâtiments et avoir besoin d'avoir des voitures moins lourdes et avoir des transports en commun, si on fait ce travail d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables, ce que montre l'ADEME, ce que montre un des rapports de RTE qui est sorti récemment, c'est qu'on peut non pas sortir du nucléaire du jour au lendemain, mais on n'a pas besoin de nouvelles centrales nucléaires. On n'a pas besoin d'une nouvelle génération de nucléaire. On peut laisser progressivement le parc nucléaire s'éteindre. Les centrales qu'on a faites il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, elles fonctionnent encore, mais quand elles se seront éteintes, on n'a pas besoin de nouvelles générations et on pourra les démanteler progressivement. Donc, d'abord, c'est pour des raisons économiques, c'est pour la question des déchets que le nucléaire est dangereux. Et c'est aussi parce que ce serait trop facile de dire, nous, en France, on ne fait aucun effort sur l'efficacité et on continue à consommer toujours plus d'énergie, ce que certains ont en tête. Dans les projets d'Emmanuel Macron, on a l'impression qu'on va continuer à consommer plus d'énergie parce qu'il y a le nucléaire et parce que nous, en France, on considère qu'on a un nucléaire qui est mieux sécurisé que d'autres pays. Et c'est vrai que notre nucléaire est sans doute moins dangereux que le nucléaire du Japon, parce qu'on on a une autorité de sûreté nucléaire qui est sans doute plus indépendante qu'au Japon. Donc, on a effectivement un nucléaire sans doute qui est moins dangereux en France, malgré le problème des déchets qui est colossal. Mais on ne peut pas dire qu'on va, nous, continuer à consommer de l'énergie, à se goinfrer d'énergie, et que le reste du monde devra faire un effort d'efficacité énergétique parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait du nucléaire partout avec le risque d'une prolifération. Donc, si on a un modèle économique et énergétique qui n'est pas généralisable au reste du monde, ça n'est pas sérieux en France. Donc, bonne nouvelle, on peut avoir un bon niveau de vie, avoir du confort, si on isole les maisons, si on a des transports en commun et si on développe les énergies renouvelables. Là, l'exemple que je vous donne en Bretagne, c'est 11 millions d'euros d'investissement. Quand ils ont commencé à réfléchir au projet, ils pensaient mettre 25 millions d'investissements pour un projet plus petit. Et le coût du photovoltaïque a tellement diminué
qu'au lieu de mettre 25 millions, ils ont mis seulement 11 millions, dont 1 million qui vient de monsieur et madame tout le monde qui a mis ses économies dans ce projet parce qu'ils savaient que c'était un projet utile et rentable. D'accord. Et toujours sur la question de la jeunesse, 85% de notre audience a moins de 35 ans et semble se désintéresser de plus en plus de la vie politique. Ça se caractérise donc par un désintéressement, mais surtout par une abstention. On a pu le constater sur les dernières élections, notamment régionales, il y a quelques mois. Quelle est la cause, selon vous, de ce détachement entre la société et la vie publique? Je pense que beaucoup de citoyens sont vraiment déçus par les politiques parce qu'il y a beaucoup de politiques, et c'est vrai, hélas, c'est vrai qu'ils font des promesses et qu'après ça ne suivent pas les promesses, ne les mettent pas en œuvre. Jacques Chirac avait dit il y a dans ce pays une fracture sociale dramatique. On pensait que Jacques Chirac allait tout faire pour lutter contre l'exclusion sociale. Et en fait, il a. Veuillez m'excuser. Et en fait, il ne l'a pas fait. Nicolas Sarkozy avait dit qu'il voulait améliorer les salaires en disant il y a énormément de bénéfices, il faudrait couper en trois les bénéfices, faire un tiers pour les salariés, un tiers pour les actionnaires, un tiers pour préparer l'avenir. Et jamais Sarkozy n'a levé le petit doigt pour rééquilibrer le partage des bénéfices. François Hollande avait dit mon adversaire, c'est la finance, on va faire la séparation des banques pour casser la spéculation. Il a fait un très beau discours, mais quand il est arrivé au pouvoir, le patron de la Société Générale a été auditionné à l'Assemblée nationale quand la loi était à l'étude et tous les députés étaient scotchés, pour être poli, quand le patron de la Société Générale a dit que c'était moins de 1% des volumes de sa société qui allaient être mis peut-être dans une petite structure, mais qu'on n'allait pas du tout calmer la spéculation. Donc, il y a eu beaucoup de promesses et beaucoup de déceptions. Donc, je comprends ceux qui disent, mais à quoi ça sert de voter? Ils se moquent de nous, ils veulent être élus et par ça, ils font n'importe quoi. Mais c'est très dangereux comme raisonnement, parce que si on ne fait pas de politique, les retraites vont baisser, il n'y aura pas de transport en commun, la planète va brûler. Il y a eu 200 personnes qui sont mortes dans les inondations en Allemagne. Il y a quelques mois, c'était dans le Var. Il y a eu 17 personnes qui sont mortes dans les inondations. Donc tous, on peut être rattrapés, même certains qui se disent, bon, moi, j'ai un bon niveau de diplôme, moi, j'ai une vie confortable, donc tant pis si la société s'effondre. En fait, je crois qu'il y a plus grand monde qui dit ça. Je deviens caricatural. Je crois que tout le monde a conscience qu'on est embarqué, on l'a vu avec le virus, on est tous embarqués d'abord pour des raisons philosophiques. Si on croit au principe de fraternité, on est de sororité, on est tous embarqués dans la même histoire de l'humanité. Mais très concrètement, on voit que quand il y a un virus qui débarque en Chine, en quelques semaines, on est tous contaminés. Le dérèglement climatique, il fait autant de morts en Afrique, il peut faire autant de morts. Pour le moment, l'Afrique souffre plus, mais on voit que maintenant, des centaines de morts, 700 morts au Canada, 700 morts au Canada dans les canicules, 400 morts en Australie dans les feux de forêt, 200 morts en Allemagne dans les inondations. Donc, je crois qu'il y a quand même le sentiment que laisser le monde s'effondrer n'est pas la solution. Que oui, tous ceux et celles qui ont été au pouvoir depuis 40 ans étaient très décevants, mais ça ne veut pas dire que tous les politiques sont pourris. Et peut-être que j'ai fait la preuve que je n'étais pas un gros pourri. Quand j'étais au Parlement en train de faire ma grève de la faim il y a un an, moi j'étais bloqué au sein du Parlement, mais tous les soirs, vous savez, il y avait des gens qui venaient chanter dans le Parlement, il y avait Extinction Rebellion qui venait chanter plusieurs fois. C'était il chantait, si je rigole, c'est pas chanter La route we love you. Il y avait un refrain La route we love you. Ça, je leur ai dit non, écoutez, stop, plus jamais La route we love you. C'est un travail collectif. Mais je crois que j'ai peut-être fait la preuve qu'il y a des politiques, et je ne suis pas le seul évidemment, il y a plein de politiques qui agissent pour le bien commun. Il y a plein de maires de petits villages qui sont quasiment bénévoles et qui font un boulot excellent. Il y a des députés qui peut-être ne font pas une grève de la faim, mais qui mouillent la chemise aussi. Mais voilà, ce serait dramatique de croire que le politique ne sert à rien et que tous les politiques sont pourris. On a besoin de politique. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais qu'un maximum de gens s'engagent. Pour la primaire populaire, il faut un mouvement qui nous oblige à faire l'unité, puis un mouvement qui continue pour qu'on gagne les élections, et un mouvement qui continue pour qu'on ne s'endorme pas. Léon Blum, vous avez appris dans vos cours d'histoire que c'est Léon Blum qui a fait les congés payés. Le fait qu'on a tous des vacances, c'est quand même agréable, et puis ça crée des emplois, mais d'abord c'est agréable. Mais Léon Blum, au début, pensait que c'était de la blague, pour être poli, du pipeau, c'était une bêtise. Les congés payés. Léon Blum n'avait jamais mis les congés payés dans son programme. Mais le peuple a mis Léon Blum au pouvoir et le peuple n'est pas allé se recoucher. Le peuple est resté dans la rue en disant on veut des congés payés, on veut profiter de la vie, on veut pouvoir aller à la mer ou à la montagne pendant les vacances. Et Léon Blum a été obligé d'accepter de faire 2 semaines de congés payés par la loi, alors que certains disaient que c'était une folie. Donc, c'était mieux d'avoir mis Léon Blum plutôt que quelqu'un très à droite. Peut-être que un homme politique très à droite aurait envoyé les militaires pour tuer les manifestants, parce qu'il y a eu des grosses fronts populaires, il y a eu beaucoup de monde dans la rue. Donc, c'était mieux d'avoir quand même quelqu'un de gauche comme Léon Blum qui a accepté qu'il y ait des manifestations, qui les a écoutées, qui s'est laissé bousculer et qui a fait les congés payés. Donc, aujourd'hui, parmi ceux et celles qui sont candidats, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Montebourg, Roussel,
Il n'y en a aucun, à mes yeux, qui a le projet totalement complet. Voilà. Moi, c'est pour ça que j'apporte des idées, que je veux participer à la climat populaire. Mais je m'en fiche, celui ou celle qui va gagner. Ce que je veux, c'est qu'on fasse une équipe, que celui ou celle qui va gagner, qui sera notre candidat, s'engage par écrit à changer les institutions, à travailler en équipe. Et puis, on va tout faire pour gagner cette élection en avril. On peut gagner. Quand l'extrême droite était à 28%, quand le Front National était à 28%, 28%, 28%, les gens me disaient à quoi ça sert de se rassembler, on n'arrivera jamais au deuxième tour. Mais si, avec Zemmour, si ça se confirme, tout ça n'est encore, c'est pas sûr et ça sent mauvais, évidemment. Mais s'il y a deux blocs d'extrême droite, un bloc Zemmour, un bloc Le Pen, qui sont à peu près à 16-17%, nous, si on se rassemble et qu'on fait 18%, on peut être au deuxième tour et on peut gagner. Donc, ça vaut le coup de se battre. Il faut la primaire populaire pour se rassembler. Il faut continuer à être des milliers pour faire campagne pour gagner et continuer après ça parce que celui ou celle qui sera président. Mais même, je suis d'un parti politique qui s'appelle Nouvelle Donne, en référence au New Deal de Roosevelt en 1933. Quand Roosevelt arrive au pouvoir, le pays était sinistré. Il y avait eu la grande crise économique de 1929. Il y avait des millions de chômeurs, des millions de pauvres, de paysans qui avaient perdu leurs revenus. Et Roosevelt, alors qu'il était paralysé, il n'était même pas capable de se mettre debout tout seul, Franklin Roosevelt, eh bien, il a remis le pays en mouvement. Il a fait passer 15 réformes en 3 mois, 15 réformes très importantes pour donner du boulot à des millions de gens, pour donner de l'espoir, pour améliorer le revenu des gens, 15 réformes en 3 mois, et puis demander parfois aux syndicats d'aller dans la rue pour faire des manifestations, parce que quand ils voulaient taxer les milliardaires gueulaient en expliquant que Roosevelt était un communiste, et donc Roosevelt disait « mais j'ai besoin de vous, merci de m'avoir élu, merci, je suis à la Maison-Blanche, donc oui, j'ai un vrai pouvoir, mais si vous ne continuez pas à être dans la rue, je n'arriverai pas à faire bouger le pays. » Donc, on a besoin des citoyens, donc ceux et celles qui nous écoutent, au lieu de vous désespérer, si chacun reste chez soi, il y a de quoi se flinguer. C'est vrai que la situation est tellement grave qu'il y a de quoi se flinguer, mais si on est ensemble, on peut faire bouger les choses. Derrière moi, au Parlement, j'ai une photo, je ne sais pas si vous la voyez, là je suis chez moi à Bruxelles, c'est une photo du mur de Berlin qui est tombé, je l'ai en grand au Parlement européen, et on voit que ce sont des jeunes qui ont fait tomber le mur de Berlin. Et je vous raconte ça parce que quand j'étais étudiant à Sciences Po en avril 89, ça ne me rajeunit pas, mais je finissais mes études en avril 89, et le plus grand spécialiste de l'Allemagne nous expliquait que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans et qu'on ne verrait jamais, jamais, jamais la fin du mur de Berlin de notre vivant. Ça, c'était en avril 89. En novembre, le mur de Berlin est tombé. Ce n'est pas les grands chefs qui l'ont décidé, c'est des gens comme vous et moi et beaucoup de jeunes qui se sont dit ce système est insupportable, je ne supporte plus une société aussi verrouillée à cause du mur de Berlin et toutes ses conséquences. Ils sont allés dans la rue. D'abord, ils étaient 3, ils étaient 300, ils étaient 3000. Et sans une goutte de sang, ils ont fait tomber le mur de Berlin. C'est des hommes et des femmes citoyens, des gens comme vous et moi, qui ont fait tomber le mur de Berlin. Et après ça, les grands chefs, Gorbatchev ou Helmut Kohl, ont géré les conséquences. Et donc, je le redis, notre avenir, on a des choix assez clairs à faire. Est-ce qu'on va vers le chaos social, le chaos climatique, une nouvelle crise économique, voilà, ou est-ce qu'on est capable de construire une société d'équilibre, une société de convivialité où chacun peut vivre bien en ayant un vrai boulot, un vrai revenu, avoir du temps pour vivre en protégeant la planète. Le choix est quand même assez évident. Allez sur mon site, Les Jours Heureux 2022, si vous voulez plus d'infos, regardez mes vidéos et puis vous engagez-vous. Ne restez pas chez vous à dire putain, il y a vraiment de quoi s'inquiéter, purée, les politiques sont nuls. Engagez-vous. Il y a du plaisir aussi à travailler avec d'autres, il y a du plaisir à agir avec d'autres pour changer le monde. Mais ce dégoût de la politique de plus en plus grandissant, il est peut-être caractérisé par la couverture médiatique qui en est faite. Alors vous, vous avez porté plainte à 3 reprises dans votre carrière pour dénoncer l'insuffisante couverture médiatique des petites listes aux différentes élections. Est-ce que, selon vous, le pluralisme en France est respecté par les médias aujourd'hui, à l'heure actuelle? Moyennement. S'il y a des pays où c'est bien pire, il y a quand même des pays où, moi, une fois, j'avais fait un livre qui s'appelait Pour en finir avec Nicolas Sarkozy, et j'avais raconté à mes enfants qu'il y a d'autres pays où j'aurais été mis en prison et l'imprimeur aurait été mis en prison si on avait fait un livre aussi argumenté contre le chef. Donc, on est quand même d'un pays un peu démocratique, mais en termes d'accès aux grands médias, c'est vrai que Nouvelle Donne, il paraît qu'on pèse 2,5% au niveau national, mais on n'a quasiment aucun. J'ai France Culture qui m'a invité. Il y a des journaux comme Ouest France, et Ouest France est le premier quotidien de France en termes de nombre d'exemplaires vendus. Donc, là, j'ai écouté l'autre jour Jean-Louis Bourlange sur France Inter. C'est la 4e fois. Monsieur Bourlange est quelqu'un de sans doute très sympathique et très intelligent, c'est vrai. Et c'est la 4e fois qu'il est invité dans la matinale de France Inter depuis le début de l'année. Donc, pourquoi est-ce que Monsieur Bourlange a invité 4 fois et moi 0? Et pourquoi est-ce que Monsieur Zemmour a des dizaines d'heures de visibilité, alors que quand même ce qu'il dit est assez nauséabond. Il a été condamné pour incitation à la haine raciale, ce monsieur a été condamné,
C'est quand même choquant qu'on lui donne autant la parole. Vous avez fait la parfaite transition avec la question suivante, qui concerne donc la laïcité, qui est un terme assez récurrent, en tout cas chez Monsieur Zemmour. Et selon vous, quelle est votre perception personnelle de la laïcité, qui est un terme assez polysémique, je trouve, en fonction de ceux qui l'emploient, qu'ils soient de droite, de gauche, en fonction de leurs opinions, en fait. On est dans un pays qui dit que chacun et chacune peut avoir une croyance, croire en Dieu de la façon qu'il choisit, ou ne pas croire en Dieu, et qu'on respecte cette liberté, que chacun et chacune respecte la liberté des autres aussi. Et moi, je suis dans un quartier en plus où il y a eu des attentats. J'ai perdu des amis dans les attentats terroristes. Et après ça, il y a eu des rencontres organisées par les religions du quartier, avec toutes les religions et avec les gens qui ne croyaient pas, en disant on ne va pas laisser les terroristes foutre en l'air notre cohésion sociale. Il y a eu une des réunions qui était dans la synagogue. Il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait le maire du 11e arrondissement qui n'était pas croyant, qui l'a dit clairement, mais qu'il était heureux d'être avec des hommes et des femmes croyants de au moins 3 religions différentes. Chez les chrétiens, il y avait des cathos et des protestants, et puis il y en avait beaucoup, on ne savait pas s'ils étaient croyants ou pas, et on s'en fout. Donc on les croise dans la rue, quand on va faire du sport avec eux, quand on est à l'école du quartier. J'ai longtemps été président des parents d'élèves, j'ai fait le Père Noël, j'étais un très bon Père Noël de l'école, et je ne me posais pas des questions de savoir si celui-ci ou celle-là était croyant. Évidemment, à titre perso, ça peut être quelque chose de très important d'être croyant, mais il faut qu'on respecte la liberté de chacun et chacune de croire et la liberté de ne pas croire, évidemment. Et moi, j'ai la chance d'être dans un quartier où, y compris à l'école de mes enfants, où étaient mes enfants, c'est une école qui était en ZEP. Et là, on est en train de foutre en l'air ces réseaux d'écoles où il y a beaucoup d'enfants qui arrivent de familles modestes et où il y a plus d'heures pour les accompagner. Et je me souviens toujours d'un voyage, on est allé en autobus avec les enfants, ils étaient petits, ils devaient avoir 6 ans, je ne sais plus. Et on est allé en autobus à Fontainebleau pour faire du sport pendant une journée. Voilà. Il y avait là une dame voilée qui faisait son ramadan. On était 5 ou 6, papa et maman, il y avait les instituteurs et les institutrices, mais on était quelques-uns accompagnés. Et ça m'avait vraiment frappé de comment elle était gentille avec tout le monde, y compris elle n'avait aucun problème pour toucher la nourriture, pour aider chacun et chacune, son fils, mais aussi les autres. Voilà. Et quand on lui avait demandé à maman, est-ce que tu veux juste un peu de café, elle a dit non, non, je fais le ramadan. Mais elle a vraiment, on voyait qu'elle était en même temps musulmane, pratiquante et parfaitement intégrée en rigolant avec tout le monde, dans les enfants, en chantant, voilà. Et que quand après ça, au retour, les enfants étaient crevés, et je l'avais vu qui était dans son livre de prière. Donc au début, ça m'avait fait un peu bizarre, une femme voilée. C'est vrai que spontanément, je trouve ça un peu bizarre. Mais je me dis après tout, quand je vais en Bretagne et que je vois des religieuses qui sont voilées, ça ne me choque pas que des religieuses catholiques soient voilées. Donc pourquoi est-ce que je trouve ça choquant qu'une... Voilà. Et en tout cas, cette femme était vraiment musulmane, visiblement. C'était important pour elle, le fait de rien manger pendant toute la journée. Elle devait avoir faim aussi, rien boire et rien manger, mais parfaitement laïque. Dans le sens, voilà, je suis heureux que mes enfants soient dans cette école. On demande s'il y a quelqu'un qui peut accompagner les sorties à Fontainebleau. Ben, j'y vais. Et s'il faut couper en deux un sandwich, même s'il y a du jambon dedans, je m'en fiche. Je coupe, voilà. Donc, n'inventons pas des problèmes. Évidemment, il y a effectivement parfois quelques problèmes. Je ne nie pas. Et je distingue la question de la laïcité du terrorisme. J'ai eu plusieurs amis qui sont morts dans les attentats terroristes, donc je ne suis absolument pas naïf là-dessus. Évidemment, il faut combattre tous les réseaux terroristes. Il faut donner plus de moyens pour les détecter, comprendre, avoir plus de moyens pour la police, pour la justice. Voilà, on est un quartier où on a bien été marqué par ça et on a tous dans la tête, c'était l'horreur. Je pense que des millions de Français, de toute façon, veulent lutter contre le terrorisme, mais ne faisons pas des amalgames. Voilà. Autour de moi, plein de gens moi, je m'appelle Pierre Larouturou, je suis un bon basque au Béarnais, je suis un Français pur porc, mais y compris dans mon équipe au Parlement, j'avais un collègue qui s'appelait Hamdi Benslama, il n'était pas français dessous depuis 4 générations, il faisait du très très bon boulot, il était très sympa. Donc je déteste, pour être clair, quand Éric Zemmour fait croire que le problème du pays, c'est qu'on ne peut pas s'appeler Mohamed ou Aïcha, c'est juste ridicule, une honte. C'est une honte. Le symbole de la France, le nom de village le plus répandu en France, c'est Saint-Martin. Dans tous les départements, vous avez plein de Saint-Martin, parce que beaucoup d'églises s'appellent Saint-Martin. C'est vraiment ça, le symbole de la France pendant des siècles, c'est Saint-Martin. Saint-Martin, c'est un militaire qui protège, qui coupe son manteau en deux pour protéger quelqu'un qui est pauvre. Donc, c'est quelqu'un qui protège et qui partage. Et ce n'était pas un bon Français de souche, contrairement à ce que dirait Zemmour. C'était quelqu'un qui était de mémoire polonais ou hongrois et qui venait protéger et partager avec des Français. Donc, je crois que la France n'est pas un pays raciste. Je crois qu'il faut aussi qu'on donne les moyens par la politique du logement, la politique du travail, de donner une vie digne à tout le monde. Et quand aujourd'hui, certains se demandent si on peut accueillir des réfugiés, moi, je me souviens quand j'étais petit, quand j'étais adolescent, on avait accueilli 3 réfugiés à la maison. À l'époque, c'était les Boat People qui fuyaient la guerre au Vietnam.
La France, nous, on avait papa travaillait EDF, donc on était bien logés. On avait accueilli trois, je m'en souviens très, très bien, deux garçons et une fille de la même famille. Pendant 2 ans, ils ont vécu à la maison. Et la France avait accueilli 150 000 réfugiés, 150 000 réfugiés en un an, et sans aucun problème. Aucun problème. Dans plein de villages, dans plein d'endroits, on s'était débrouillé pour accueillir de façon correcte. On ne les avait pas mis dans des camps de façon invivable. On les avait accueillis dans des milliers de familles ou dans des milliers de bâtiments publics qu'on avait aménagés pour qu'ils vivent correctement, avec l'idée que si le pays se calmait après ça, certains voudraient rester en France et d'autres voudraient repartir dans leur pays natal. Donc, on avait accueilli 150 000 réfugiés sans aucun souci. Aujourd'hui, on est 3 fois plus riche et certains jouent avec les peurs en disant qu'on ne peut pas accueillir 50 000 personnes. C'est honteux. Donc moi, je pense que pour moi, la politique, ce n'est pas jouer sur les peurs. Il y a de quoi avoir peur. Le dérèglement climatique, la crise économique qui vient, la précarité, le chômage fait 15 000 personnes qui meurent chaque année. Le chômage tue. L'INSERM a fait une étude qui dit, avant la crise de 2008 et la flambée du chômage, l'INSERM disait, l'Institut des sciences et de la recherche médicale, c'est qu'il y a 15 000 personnes qui meurent du chômage chaque année. Le terrorisme, évidemment, on est dans un monde dangereux. C'est aussi pour ça qu'il faut sans doute à augmenter les moyens en France de la lutte contre le terrorisme et au niveau européen, ce qui suppose aussi des nouvelles ressources. Donc, il ne s'agit pas de jouer sur les peurs, il s'agit d'être des hommes et des femmes adultes et d'affronter les difficultés. Mais je déteste, il y a 15 ans ou 20 ans, je trouvais que ce que disait Zemmour n'était pas stupide, il posait des questions intéressantes. Mais là, franchement, je trouve c'est très, très inquiétant de voir un monsieur qui tourne comme ça. Et donc, il faut le combattre. Et il faut surtout dire quelles sont les vraies questions pour le pays et quelles sont les vraies solutions. Maintenant, d'un tout autre sujet, à votre échelle européenne, plus que jamais, vous êtes impliqué directement ou indirectement dans les relations internationales françaises. Alors, après l'humiliation du deal d'AUKUS et le retrait unilatéral des États-Unis en Afghanistan, est-ce que vous estimez que la France doit prendre ses distances vis-à-vis des États-Unis pour se rapprocher de l'Europe, avec notamment l'idée récurrente de la création d'une force armée européenne? Est-ce que vous êtes favorable à la création d'une force d'armée européenne? La réponse est oui depuis très très longtemps. Quand c'est l'horreur en Syrie, on explique qu'il faut trouver des moyens d'agir. Quand à Kaboul, les États-Unis quittent Kaboul sans nous prévenir, on se dit il faut que l'Europe ait une capacité d'autonomie. Mais ce n'est pas nouveau. J'ai ce dessin, vous voyez, dans les trucs que je montre tous les jours, en même temps que j'ai mes courbes pour argumenter, j'ai ce dessin. C'était l'horreur à Sarajevo en 1992. Peut-être que vous n'étiez pas né en 1992, Antoine, mais c'était l'horreur. Il y a eu 5000 morts, c'était la barbarie à Sarajevo. Et les États-Unis ne sont pas intervenus. Les États-Unis ne sont pas intervenus. Tout le monde a dit, mais ce n'est pas normal, c'est la barbarie, pourquoi les États-Unis n'interviennent pas? Et tout le monde a dit, c'est à 2 heures d'avion de Paris ou de Berlin, il faut être capable d'intervenir. Et ça, ce dessin, était pour montrer l'horreur. Je ne sais pas si vous voyez, c'était le jour de Noël 92, à la une du journal Le Monde. On voit 2 militaires serbes qui tuent un bébé, le bébé de la crèche, le petit Jésus, en disant, on ne va pas attendre 33 ans pour le mettre en croix. Donc, c'était vraiment l'horreur à Sarajevo. Et tout le monde disait, il est temps que l'Europe ait une diplomatie et une défense. Voilà. Et déjà en 1954, alors moi, je n'étais pas né non plus en 1954, mais il avait été question de faire une armée européenne. Et à l'époque, c'était des socialistes français qui avaient voté contre. Le groupe socialiste s'était cassé en deux, 50% pour, 50% contre. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu d'armée européenne en 1954. Et Pierre Mendès France, qui était un grand homme à l'époque, président du Conseil, quelqu'un m'a raconté, Françoise Giroud, qui était une grande journaliste, qui avait beaucoup travaillé pour Pierre Mendès France. Pierre Mendès France était une des figures les plus belles, les plus courageuses de la politique. Et c'était le grand regret de Pierre Mendès France de ne pas avoir mis tout son poids dans la bataille en 1954 pour faire naître une armée et une diplomatie européenne. Donc je pense que oui, il ne s'agit pas de prendre nos distances avec les États-Unis. Les États-Unis restent un allié, mais qu'il faut une capacité pour construire la paix, c'est d'abord par le dialogue et par le progrès social, pour agir pour le climat. Donc pour agir pour la paix, il faut d'abord du développement, mais il y a des moments pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre des armées. Il faut être capable d'avoir, nous aussi, une armée, donc il faut qu'on avance là-dessus. Je parle de Pierre Mendès France. Tout à l'heure, on se demandait pourquoi est-ce que les jeunes ne croient plus à la politique. Mais justement, il y a une fois, quelqu'un m'a raconté comment, quand Pierre Mendès France était président du Conseil, donc le Premier ministre, l'homme qui a le plus de pouvoir de l'époque, Pierre Mendès France parlait toutes les semaines aux gens pour expliquer sa politique. Au lieu de dire les Français sont des gros bouseux, je me fais voter, je me fais élire et après ça, je fais ce que je veux, Pierre Mendès France pensait que chacun et chacune a un cerveau et que chacun et chacune doit être associé à l'exercice du pouvoir. Et toutes les semaines, il parlait à la radio pour expliquer sa politique. Et ce gars-là me racontait que quand Pierre Mendès France était président du Conseil, il était adolescent et jouait au football avec un copain dans la cour de son immeuble. Et ils se sont dit, mince, c'est l'heure de Pierre Mendès France. Et ils ont arrêté le football, ils sont montés les escaliers pour aller écouter Mendès France. Ça veut dire que même pour des jeunes, des adolescents, ce que disait Mendès France, ça les intéressait.
Et sur Mendes France en particulier, avait fait un coup très très fort. Mes parents ont adoré Pierre Mendes France et m'en parlaient. Quand il a été élu président du Conseil, le soir où il a été élu par l'Assemblée, on lui a donné cette responsabilité. Il a dit: je ferai la paix en Indochine d'ici un mois. Je démissionnerai de mon poste si je n'ai pas réussi à gagner la paix, à faire un accord de paix d'ici un mois en Indochine. Et beaucoup de gens se moquaient de lui, déjà avec de l'antisémitisme à l'époque. Ah, mais pour qui se prend ce petit juif? Ça fait 8 ans qu'il y a la guerre en Indochine. Et lui, il croit qu'il va faire la paix en un mois. Eh bien, Pierre Mendès France, malgré les moqueries, répète: je démissionnerai dans un mois si je n'ai pas fait la paix en Indochine. Et il met toute son énergie, toute son intelligence pour construire la paix. Et 30 jours plus tard, il a signé la paix. Voilà. Ça veut dire que tous les politiques ne sont pas des corrompus qui sont là juste pour prendre le pouvoir et puis pour se goinfrer. On peut, Mendès France n'est pas une exception, mais c'est un des symboles les plus lumineux, on peut être au service du bien commun. Moi, j'aimerais qu'on se rassemble grâce à la primaire populaire et qu'on puisse se mettre au même niveau que Mendès France en disant: si je n'ai pas changé l'Europe, si je n'ai pas obtenu une taxe sur la spéculation dans un an, je démissionne. Si je n'ai pas fait une nouvelle république beaucoup plus démocratique dans un an, je démissionne. Si je n'ai pas créé au moins 2 millions d'emplois dans les 5 ans qui viennent, je ne me représenterai pas. Je crois qu'il faut parler à l'intelligence des gens. Que moi, quand je fais un meeting à Lille avant-hier, les étudiants étaient étonnés en me disant: vous êtes le seul homme politique qui arrive avec un PowerPoint qui permet aux gens d'expliquer, de bien comprendre la réalité et quelles sont les solutions. Et en même temps, il y a des moments où vous avez donné des frissons dans le dos parce que vous aviez une parole vraiment forte sur les valeurs. Donc, je crois qu'en période électorale, il faut redonner confiance aux gens, mais que surtout, il ne faut jamais, jamais trahir la confiance des gens, qui suppose en permanence de s'appuyer sur leur intelligence. Roosevelt parlait toutes les semaines aux citoyens en leur expliquant ce qu'il voulait faire et en demandant leur aide, effectivement. Donc, et moyennant quoi, Roosevelt n'a jamais déçu. Il n'avait pas de baguette magique, mais il a toujours été réélu. Tant qu'il était vivant, il a été élu 3 fois parce que les citoyens disaient: bon, il n'a pas réglé tous les problèmes, mais ce mec est intelligent, il ne nous prend pas pour des imbéciles, il ne se moque pas de nous, et on voit que sa boussole, ce n'est pas son nombril, son fric ou les intérêts des gens les plus riches. Il travaille pour le bien commun et il fait le maximum. Et il a été toujours réélu. Donc, une équipe, si on arrive à faire une équipe pour l'année prochaine grâce à la primaire populaire, j'aimerais qu'on soit au même niveau que Mendès France, que Roosevelt, et les gens se disent: OK, ils peuvent faire des erreurs, ils n'ont pas de baguette magique, mais à coup sûr, ils travaillent pour le bien commun, ils travaillent avec nous et on va les aider. C'est très ambitieux en tout cas comme projet. On vous souhaite tout le bien possible. Donc pour finir cette interview, je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous voyez dans les messages, une image, une caricature, et j'aimerais vous demander votre avis à propos de celle-ci. Pour un reporter qui se concentre sur la seule plante encore debout après un incendie en Amazonie, alors que tout est détruit autour, on voit notamment des oiseaux ou des singes en feu. Est-ce que, selon vous, à partir de cette caricature, les médias ont-ils une manière de communiquer les informations qui dessert la cause écologique aujourd'hui ou est-ce que la communication écologique qu'en font les médias, est-ce qu'elle est cohérente d'après vous? Non, honnêtement, sur le climat, sur les questions de climat et biodiversité, je crois que les médias font vraiment le job. Je regardais derrière moi parce qu'en général, j'ai la une du journal Le Monde il y a 4 ans avec 15 000 scientifiques qui disent bientôt il sera trop tard. Je trouve que sur le climat, la plupart des médias font vraiment le job et c'est les politiques qui n'ont aucune excuse. J'ai porté plainte au mois de juin dernier avec Cyril Dion, avec Ami Etienne. On a porté plainte devant la Cour de justice contre 5 ministres, Jean Castex, le Premier ministre et 4 autres, le ministre de l'Environnement, le ministre des Finances, en disant ils savent la gravité du problème climatique, ils savent qu'il y a des solutions venues de la Convention citoyenne ou du Parlement européen et ils n'agissent pas. Et ils n'ont aucune excuse. D'ailleurs, Emmanuel Macron, il y a 4 ans, il avait organisé le One Planet Summit. C'était le premier grand sommet international organisé par Emmanuel Macron, 80 chefs d'État sur le climat. Et les premiers mots de Macron étaient magnifiques. Il disait, flippant mais magnifique, il disait: on est en train de perdre la bataille, on le sait. Emmanuel Macron disait: on est en train de perdre la bataille du climat, on le sait. Il disait: au moins il y a 30 ans, les dirigeants avaient une excuse, ils ne savaient pas. Mais nous n'avons aucune excuse, disait Macron. Je lui avais envoyé des SMS pour dire bravo pour ton discours. Voilà. J'avais cru qu'il allait faire bouger les choses. En disant, nous n'avons aucune. Emmanuel Macron disait devant 80 chefs d'État et devant 3000 personnes: nous n'avons aucune excuse si nous n'agissons pas parce que nous savons ce qui se passe, nous savons, voilà. Et 3 ans plus tard, c'est tous les mois que le Conseil d'État, ou quasiment tous les mois que le Conseil d'État met des sanctions en disant manifestement, vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc, je trouve que les médias font leur job sur la question du climat, que les citoyens, même quand il faisait froid, il y avait des citoyens dans la rue pour les manifestations avec le virus, c'est plus compliqué. Mais voilà, vraiment, c'est les dirigeants politiques qui n'ont aucune excuse. Donc, je crois qu'il faut profiter des élections du mois d'avril prochain pour dégager une équipe qui n'a rien fait de sérieux sur le climat et la biodiversité, qui n'a rien fait de sérieux pour faire reculer la précarité et la pauvreté, qui n'a fait rien fait de sérieux pour faire baisser les loyers.
On est un des pays d'Europe où les loyers sont les plus chers. Donc, je ne dis pas qu'il y a une baguette magique, mais je dis simplement qu'il y a des solutions. Emmanuel Macron les connaît. J'ai passé des heures avec Emmanuel Macron. Je l'ai rencontré avant même qu'il soit le conseiller de François Hollande. J'ai passé des heures avec lui. Tous les graphiques que je vous ai montrés, on a passé des heures avec lui. Voilà. Il nous avait dit que si ce n'était pas François Hollande le chef, mais si c'était lui, il y a un déjeuner une fois avec Michel Rocard qui a été raconté dans un livre consacré à Emmanuel Macron, où Emmanuel Macron nous expliquait qu'il était d'accord avec tout ce que Michel Rocard et moi, on lui disait, mais à cause de François Hollande, il ne pouvait pas agir. Mais ça, c'est quand François Hollande était le chef. Et depuis 4 ans et demi, c'est Macron qui est le chef. Il n'a pas du tout repris les bonnes solutions, les solutions efficaces sur le climat, sur la politique du logement, sur la politique de lutte contre la pauvreté. Donc, je crois qu'il faut profiter des élections du mois d'avril pour mettre en place une autre équipe. C'est pour ça que je suis candidat par la primaire populaire. Je souhaite être un des membres de l'équipe. Je ne sais pas qui sera le chef, le ou la chef, mais je veux qu'on ait une équipe soudée, qui a des idées très claires et qui arrive à convaincre un maximum de Français pour retrouver leur confiance. Donc, tous ceux et celles qui nous écoutent, vous pouvez aller sur primairepopulaire.fr, même si je parle trop vite, même si je n'ai pas eu le temps de développer toutes mes idées, même si vous n'êtes pas d'accord à 100%, ça tombe bien, on ne cherche pas des clones, mais si vous pensez qu'un deuxième tour, Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour, on n'en veut pas. 5 candidats à gauche et pour les écolos, c'est ridicule, c'est suicidaire. Donc, il faut se rassembler et ça passe par primairepopulaire.fr. Merci. Merci beaucoup, Pierre Larouturou, d'avoir accepté de participer à notre interview qui se termine sur ces mots, à moins que vous n'ayez un dernier message, une dernière chose à ajouter. Non, moi, je suis optimiste sur le fond, parce que l'histoire de l'humanité montre que c'est souvent quand on est proche d'une catastrophe que les gens se réveillent. Stéphane Hessel était un grand résistant, vous savez, celui qui avait le livre Indignez-vous. Et quelques jours avant de mourir, Stéphane Hessel m'avait dit de venir chez lui, il était dans son lit, il m'a dit, Pierre, il faut lutter contre le découragement. Beaucoup de gens sont découragés, pensent que c'est foutu, qu'on va faire la catastrophe. Il faut montrer que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des moments de sursaut. On a connu des systèmes monstrueux, on croyait qu'ils étaient là pour l'éternité, et puis des hommes et des femmes se sont levés et ont fait tomber les systèmes monstrueux. On a connu l'apartheid en Afrique du Sud et la fin de l'apartheid. On a connu le mur de Berlin et la fin du mur. Donc il ne faut pas se désespérer, mais il ne faut pas non plus rester chacun chez soi, uniquement à regarder des vidéos ou à jouer avec des copains et des copines pour passer le temps. Il faut agir ensemble, il faut se rassembler et ensemble, on peut vraiment changer le monde, j'en suis persuadé. Bientôt, Antoine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.